Je ne sais pas parce que je suis arrivé à Westend en 97. Oei, 40 jaar geleden. Dan spreken we over 1980. Oh, ça, je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas. Moi, je suis de 1996. Oh, là, je suis vraiment surprise que c'était ici. Oei, en ondertussen weg is dat een Deleuze. Peut-être que c'est devenu un Deleuze. Peut-être quelque chose à Anvers. Naar verluidt zou het dan deze winkel zijn. Chez l'ancien propriétaire, il y a à peu près 50 ans, ils ont commencé peu à peu à mettre en place le code à barres dans les supermarchés. Avant, il fallait tout faire manuellement, chaque fois adapter les produits manuellement, les prix des produits manuellement. Aujourd'hui, à la caisse, tout va beaucoup plus rapidement aussi. Il y avait beaucoup plus d'erreurs possibles précédemment. Aujourd'hui, on peut vraiment réduire les risques et tout devrait normalement être correct. Ben, je pense directement au magasin, parce qu'à la caisse, ça fait toujours pip-pip. Et ça, c'est le code barre. Magasin, parce que c'est là qu'on les utilise le plus. On les utilise autre part aussi, hein, mais enfin, bon, c'est là qu'on les utilise le plus. Een barcode is duidelijk iets om te scannen. Dat is automatisch. C'est quelque chose qu'on scanne pour qu'il sache immédiatement quel est le produit et le prix. C'est en rapport avec Internet. Dans les magasins, il y en a partout ce qu'on veut acheter. Zou het eerder een revolutie noemen? On pourrait plutôt parler de révolution. À l'époque, les gens avaient l'habitude d'aller au magasin, on y voyait un paquet de biscuits, il y avait une étiquette de prix et vous saviez ce que vous preniez et ce que cela coûtait. Pour les détaillants aussi. Un tel produit avec son étiquette de prix, c'était la réalité à l'époque. Soudain, cette étiquette de prix a disparu. Soudain, il y avait des petites barres et le monde a changé. En ce sens qu'un produit qui avait tout avait aujourd'hui juste un numéro et puis tout le reste, c'était des données. Et c'est vraiment un déclic qu'il a fallu faire chez les clients, chez les utilisateurs, mais aussi chez le détaillant qui a dû commencer à utiliser ces données d'une manière tout à fait différente et présenter un produit d'une manière tout à fait différente aux clients. Ik denk het grootste probleem. Je pense que le plus gros problème au début, c'est que les fabricants devaient aussi apprendre à l'utiliser et comment ça fonctionnait. Donc, ils plaçaient des codes à barres sur un produit qui était fabriqué dans telle usine. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de Coca. Coca était mis en bouteille dans une usine à Wilrijk qui avait un certain code à barres. Ensuite, il y avait une livraison des Pays-Bas avec un autre code à barres, puis de France avec encore un troisième code à barres. Et le scanner le lit, pas de problème. Mais on ne retrouve pas le numéro dans la base de données. Et donc, c'était un des plus grands défis de veiller à ce que les numéros qui étaient physiquement en circulation se retrouvaient dans la base de données du client. Et à l'époque, on n'avait pas encore toutes les connexions possibles avec le siège central qui saisissait toutes les données, qui encodait toutes les données. C'est chaque magasin qui devait le faire soi-même. Et c'était un vrai défi. Heel snel kunnen we zeker niet. Très rapidement, on ne peut pas dire. Il a fallu un certain temps pour que le scanning passe en Belgique. Quand GS1 a été créé en 76-77, il a fallu attendre une dizaine d'années, 86-87, jusqu'à ce que Colruyt, Carrefour, Deleuze ont vraiment commencé à utiliser les scans des codes à barres.
c'est quelque chose qui est courant avec une nouvelle technologie. Les fabricants disaient pourquoi devrait-on imprimer des codes à barres sur nos produits? Il n'y a pas encore de magasin qui l'utilisent. Les détaillants disaient oui, mais nous on croit en cette technologie, mais pourquoi faudrait-il déjà investir maintenant alors qu'il n'y a pas encore les produits? Donc à un moment donné, on est confronté à ce dilemme et on a dû passer outre. Je pense que la plus grande réalisation au fil de ces 10 années, c'est le fait qu'en tant qu'organisation, on s'est retrouvé plus proche de nos clients et on a également ajouté des secteurs à nos activités. Par exemple, le secteur du bricolage, le secteur animaux domestiques, les jardineries, mais aussi le fait que dans le secteur des soins de santé, par exemple, on a commencé à travailler avec une matrice de données au niveau des médicaments et autres. Donc, ce sont des réalisations que nous avons pu mener à bien. En tout cas 2D. 2D, ça veut dire un data matrix ou un QR code. Et on a fait un accord au niveau global avec tous les pays dans le monde d'aller vers le 2D à partir du 2027. Ça veut dire qu'à partir de 2027, toutes les caisses dans le monde doivent être capables de lire, de scanner en fait le 2D. Et cette évolution montre et donne pas mal de possibilités en top pour tous les fournisseurs et distributeurs avec cette nouvelle parcours. Hi Robert, how are you? Hi Jan. Bonjour Robert, bonjour Yann, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci. Heureux de vous voir à l'écran. Parlons des codes à barres. Que pensez-vous? Quel est l'avenir d'après vous? Bon, on va commencer à les célébrations des 50 ans du code du JITEN. Au moment où, à un moment donné, les codes à barres sont limités, les codes à 2 dimensions, comme les QR codes, apparaissent sur les emballages aux côtés des codes EAN. Et donc, pour parler d'un seul cas d'utilisation avec le code GTIN, on a plusieurs possibilités en même temps. Avec un seul code à barres, on aura des possibilités infinies au niveau des magasins, des détaillants, mais aussi des fournisseurs dans le monde. Et je suis vraiment très impatient des nouvelles possibilités. Une dernière question. Que voulez-vous que les membres GS1 gardent à l'esprit en ce qui concerne les standards, les normes? Alors, que garder à l'esprit? Je pense que le message clé à l'industrie, et ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que utiliser les données dont vous avez besoin à l'intérieur du code à barres et les usages seront déterminés par ce que les clients veulent. Et peu importe ce que vous voulez faire, les possibilités seront là. Nous sommes là pour vous aider en Belgique, au Luxembourg, mais également partout dans le monde. Dans les mois à venir, tout le monde aura l'occasion de commencer. GS1 commence à travailler à la mise en œuvre pour créer l'approbation des concepts. Et comme vous le savez, on travaille déjà en Belgique et au Luxembourg. Et nos partenaires GS1 devraient envisager la vision pour une utilisation du code à barres, les capacités techniques, le système back-office et comprendre vraiment la feuille de route pour l'utilisation des codes à barres. Si vous êtes un fournisseur, réunissez votre chaîne d'approvisionnement, travaillez sur une stratégie commune qui peut servir tant les objectifs de la chaîne d'approvisionnement que ceux des clients. Au niveau de vos équipements, de vos matériels, il faut envisager un upgrade pour que tout le monde puisse vraiment migrer vers le code 2D.
Merci beaucoup. On se revoit très bientôt. Merci de m'avoir donné l'opportunité. Thank you very much. Merci beaucoup. Et waouh, bravo, je vous avoue, 40 ans de code à barre, c'est quelque chose qu'il faut fêter, une belle évolution, voire révolution, comme on le dit dans la vidéo. Et comme d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup à l'ordre du jour et au planning. GS1 va se préparer avec vous pour que en 2027, la data matrix, la matrice de données, va se préparer. Et on aimerait maintenant voir ensemble ce qu'il nous reste encore à faire. Je vous invite à regarder, écouter plutôt Wouter Schaake.